Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, nous nous intéressons à la façon de citer un document contenant des pourcentages et des fractions. L'intérêt de cette vidéo, c'est que vous allez pouvoir m'entendre lire ces pourcentages et ces fractions. Il y a donc un intérêt phonétique et puis cela vous aidera parce que tout simplement, parfois, lorsqu'on lit une fraction ou un pourcentage qui est écrit en chiffres, on peut avoir un peu de mal à le dire, à le prononcer. Donc vous allez pouvoir m'entendre prononcer ces fractions, prononcer ces pourcentages, et cela va pouvoir vous aider. Alors, si j'ai choisi d'écrire cet article, c'est parce qu'il y a de cela quelques jours, j'ai donné un texte à étudier à l'une de mes étudiantes, et ce texte contenait un bon nombre de pourcentages, également des fractions, afin de montrer les évolutions de certaines tendances dans la société française. Et donc, nous avons discuté de la façon de présenter un tel texte sans reprendre avec exactitude ces pourcentages. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes face à un document qui contient des pourcentages ou des nombres précis, si vous commencez à les reprendre fidèlement, eh bien, vous vous enfermez. Vous vous enfermez dans une présentation et vous risquez de vous embourber dans ces données. S'embourber, c'est se mettre dans de la boue et ne plus arriver à avancer. Donc, si par exemple, j'ai un texte qui dit que 12% des hommes mangent des pommes et 18% des femmes mangent des pommes, si vous commencez à reprendre le texte en citant 12%, vous êtes obligé après de citer 18%. Et ensuite, s'il y a 35%, il faut citer 35%. Alors que si vous reprenez en paraphrasant, en utilisant un autre vocabulaire, en montrant que vous avez compris l'idée, mais que vous avez assez de vocabulaire pour ne pas reprendre mot pour mot ce qui est dans le texte, là, vous mettez plus de chances de votre côté. Si vous êtes capable de dire qu'il y a une plus forte proportion de femmes qui mangent des pommes que d'hommes, eh bien, vous avez repris l'idée des 12%, des 13%, mais avec vos propres mots, vous avez pris de recul par rapport au texte. Et c'est ce qui est très important. C'est ce que je vous dis ici. À l'écrit comme à l'oral comme à l'écrit, au niveau perfectionnement, vous ne pouvez pas reprendre comme un perroquet. Les perroquets, ce sont ces oiseaux qui répètent. Vous ne pouvez pas reprendre comme un perroquet les données d'un texte. Vous devez montrer que vous l'avez bien compris, tout en utilisant des synonymes, des reformulations. Vous devez vous exprimer avec vos propres mots. Et il est important de montrer que vous avez compris le texte tout en étant capable de prendre du recul pour le présenter d'une façon personnalisée. Ça, au niveau perfectionnement, on l'exige. On n'attend pas de vous de répéter le texte. Parce que répéter le texte, ça ne prouve pas qu'on l'a compris et ça ne prouve pas du tout qu'on a plus de vocabulaire. Ce qu'il faut, la meilleure façon de prouver que vous avez compris un texte, c'est de le reformuler en utilisant des synonymes, en utilisant un autre vocabulaire. L'autre intérêt d'une reformulation de votre document, de votre support, c'est que cela vous permet de prendre une certaine distance, de vous en détacher. Si vous commencez à citer les chiffres, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous commencez à citer les chiffres avec précision, eh bien, vous allez être face à la question de devoir trancher lesquels citer et pourquoi, et lesquels laisser de côté et pour quelles raisons. Si vous commencez à citer explicitement les pourcentages, vous allez avoir du mal à vous détacher. C'est ce que j'ai mis plus haut quand je disais que vous risquez de vous embourber. S'embourber, c'est vraiment se prendre dans la boue et on n'arrive plus à en sortir. Donc attention, il y a aussi un danger à ce niveau-là. Et à l'opposé, être capable d'instaurer une distance entre le texte et vos propos vous offre la possibilité de retracer les grands axes du texte, d'en démontrer votre compréhension globale sans aller vous perdre dans des détails qui apporteront peu à votre énoncé. Il faut être capable de prendre les détails qui vont vraiment soutenir ce que vous essayez de dire
Et il faut être capable de laisser les détails qui n'apportent rien. Donc, il faut pouvoir prendre du recul. Et puis, se laisser la possibilité de prendre du recul et de résumer un texte ou un document. Cela vous permet de gagner du temps si vous êtes à l'oral. À partir du DALF C1, vous devez faire la présentation du corpus des documents, mais vous devez également donner votre opinion. Et pour le DALF C2, c'est la même chose. Il y a les documents à présenter et en même temps donner son opinion, mais d'une façon un peu plus imbriquée. Et prendre du recul, cela vous permet aussi d'économiser sur le nombre de mots. Vous pouvez jouer. C'est vous qui avez le pouvoir de changer les formulations et au lieu de citer des phrases assez longues, pleines de pourcentages et de fractions, vous allez pouvoir réduire en parlant de la majorité, la totalité, la minorité, un certain nombre d'eux. Voilà, vous allez pouvoir jouer sur les mots. Et ça, c'est très important parce que à l'oral, ça vous permet de gagner du temps. Et à l'écrit, ça vous permet de gagner des mots. Souvenez-vous, la synthèse de documents au DALF C1, c'est environ 220 mots. C'est entre 200 et 240 mots. Pour le DALF C2, vous en avez beaucoup plus, mais vous êtes également contraint parce que vous devez inclure votre opinion dans votre écrit. Vous avez un seul écrit, C2. Donc, il faut faire attention à garder suffisamment de mots pour pouvoir faire une synthèse équilibrée au DALF C1 et au DALF C2, avoir la partie synthèse et en même temps mettre votre opinion et des expériences personnelles. Donc, voilà le pourquoi de cet article. Alors, je vous donne quelques exemples avec des constructions. Alors, quand je dis les constructions, c'est-à-dire comment utiliser. Et vous allez voir que souvent, il faut faire attention à la petite préposition. Est-ce que c'est utilisé avec un verbe à l'infinitif, un verbe au subjonctif? Voilà, c'est ce que j'appelle les constructions. Ce sont les constructions grammaticales qui vont avec tel ou tel vocabulaire. Alors, 100%. 100%, c'est la totalité, l'ensemble, le tout. Le tout. Là, c'est un nom. La totalité de nos élèves a réussi cet examen. Nous en sommes très fiers. L'ensemble des données est stocké sur ce disque dur. La totalité de. L'ensemble de. Si on arrive à 50% ou 33 et quelques pourcents, on va être à la moitié. La moitié, le tiers, le quart, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième. Et on continue, hein, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e, le 16e, le 17e, le 18e, le 19e, le 20e. Quand on arrive au 20e, eh bien, alors attention, le 20e, après 20, il y a 21. Donc, après le 20e, c'est le 21e. Et puis après 21, il y a 22. Donc, après le 21e, vous avez le 22e, le 23e. Pour le 30e, c'est la même chose. Le 30e, le 31e, le 32e, le 33e, le 40e, le 41e, le 42e, le 43e, le 50e, le 60e, le 70e, le 80e, le 90e. Ensuite, on arrive au centième, au millième, au millionième, et on peut continuer. Alors, je passe la moitié de mon temps à m'occuper de mes enfants et l'autre moitié à travailler. La moitié de. Il a consacré le 10e de son énergie à ses études et il a réussi. Le 10e de. Donc, en termes de construction, la moitié de, le tiers de, le quart de, le 10e de, le millième de, c'est suivi de 2 à chaque fois. Hein. Donc, faites attention en termes de construction. Le tout, 100%. 100%. Alors attention à l'orthographe, 20%, 100%. Donc 100%, 20%, même s'il y en a 20, 100 n'est pas de S. Et un pourcentage, pourcentage s'écrit en un seul mot. Donc 100%, 100% c'est 3 mots, 20% c'est 3 mots, et un pourcentage, pourcentage c'est un seul mot. Alors la moitié, on peut dire 50%. Le quart, 25%.
le cinquième 20%, le dixième 10%. J'ai appris 50% de ma poésie, je dois apprendre le reste pour demain. J'ai reçu le dixième de mon salaire ce mois-ci, il y a un gros problème. Alors, je vous donne également d'autres écritures possibles. La moitié ou une moitié, je peux l'écrire comme ça, un demi, la moitié. Les deux tiers, les deux tiers. Le quart ou un quart, le quart. Les trois quarts, les trois quarts. Donc, en toutes lettres et en fractions. J'ai mis 2 tiers de beurre en moins pour alléger mon gâteau et il est très bon. Il a fallu 3/4 d'heure pour lire le texte et répondre aux questions. Alors faites attention, un quart, singulier, un quart, Q-U-A-R-T. Alors 2/4, en général on dit la moitié, donc on ne dit pas trop souvent 2/4, mais 3/4. 3/4, comme nous en avons 3, pluriel, et bien quart, Q-U-A-R-T-S. Le problème ne se pose pas avec tiers, parce que un tiers s'écrit déjà T-I-E-R-S, un tiers. Donc à 2 tiers et à 3 tiers, 3 tiers ça fait 1, mais bon, admettons, eh bien, le pluriel s'écrit comme le singulier, puisque nous avons déjà un S au pluriel. La moitié, si jamais vous avez envie de dire 2 moitiés, au lieu de dire 1, vous mettrez un S. Le quart, pas de S, 3/4, S. J'ai mis 2 tiers de beurre en moins pour alléger mon gâteau. Il est très bon, vous voyez. Alors, dans une phrase, il est absolument préférable d'écrire en toutes lettres. C'est pour ça que c'est important que vous sachiez les lire, mais que vous sachiez les écrire. Il a fallu 3/4 d'heure pour lire le texte et répondre aux questions. Ah, il lui a fallu 3/4 d'heure pour lire le texte et répondre aux questions. Donc, comme je l'ai dit là, attention à du pluriel, c'est valable pour les 3/4 ou les 2 moitiés, si on veut. C'est également valable pour les autres, les 6/8, les 5/9, les 18/35, toutes les fractions au pluriel dans le S. Alors, varier les formulations. Effectivement, si dans votre texte vous trouvez 0,5%, alors vous pouvez dire 0,5%, mais comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, ça vous enferme un petit peu. Et puis, vous répétez bêtement ce qui est écrit. Ce qui est intéressant, c'est de prouver que vous avez du vocabulaire. Donc 0,5%, c'est vraiment pas beaucoup. On peut dire pas beaucoup, mais bon, pas beaucoup, c'est pas très élégant. On préférera dire un infime pourcentage. Un infime pourcentage des gens est d'accord avec cet homme politique. Une infime partie de la population n'est pas d'accord avec lui. Un infime pourcentage, pourcentage masculin, donc un infime, une infime partie, partie féminin, donc une infime, et un infime pourcentage de, une infime partie de. Alors, là, dans les exemples que je vous donne, il y a une grande part de subjectivité. Vous pouvez décider que 0,5% c'est infime, mais vous pouvez, si vous voulez, pourquoi pas décider que 2% c'est infime. Pourquoi pas, hein? Moi, j'ai fait des séparations, mais vous pouvez très bien décider que 20% ce n'est pas une faible minorité. En fonction du contexte, si l'année d'après, si l'année précédente, l'homme politique avait seulement 8% des votes, et cette année il a 20%, vous pouvez dire que c'est une belle augmentation. Voilà, c'est subjectif. Mais moi, je vous donne le vocabulaire hors contexte. Alors, 2%. 2%, on peut dire que c'est une faible proportion. Une faible proportion de quelque chose. Une petite partie de, une petite partie des électeurs s'est déplacée au bureau de vote. Un faible pourcentage de, ou un petit pourcentage de, 20%, on arrive à une faible minorité. Une faible minorité des gens est d'accord avec ce projet. Une petite minorité de la population. 49% n'est toujours une minorité. Alors, si on veut, on peut dire une grosse minorité. Mais c'est tout de même une minorité. Une minorité de la population n'est pas d'accord. 50%, eh ben on a la moitié. La moitié des gens veut bien faire ceci ou veut bien faire cela. Donc, quelques phrases. Un infime pourcentage de la population soutient ce ministre. En revanche, une forte proportion des votants sont très contents de lui.
Nous avons face à nous une minorité de contestataires qui refusent d'arrêter la grève. Les contestataires, ce sont les gens qui contestent. Ils font des contestations. Dans la moitié des cas, on note une amélioration du niveau des étudiants. Alors 51%, on peut dire plus de la moitié. Un peu plus de la moitié, une majorité, une petite majorité, environ la majorité. À partir de 60 majorités, à partir de 60%, une bonne majorité, une large majorité, une grande majorité. Largement plus de la moitié, un fort pourcentage, un large pourcentage. 80%, on peut parler d'une écrasante majorité. Plus de la moitié de nos candidats réussissent leur examen. Une bonne majorité de la population pense qu'il faut faire des économies d'énergie. Un fort pourcentage des gens estiment qu'il faudrait développer les transports en commun. Les résultats du vote font ressortir un rejet de cette mesure à une écrasante majorité. Le rejet de cette mesure ressort à une écrasante majorité des votes. Une écrasante majorité d'électeurs a choisi de sanctionner le député. Donc voilà pour ces exemples. Plus de la moitié de nos candidats, on est à partir de 51% ou même 50,1%. Une bonne majorité, là vous choisissez. Une bonne majorité, ça peut être 70%, 80%. Un fort pourcentage. Ensuite, là, cette phrase-là, je vous ai donné deux façons de la dire parce que les résultats du vote font ressortir un rejet de cette mesure à une écrasante majorité. Et si on veut commencer notre phrase dans l'autre sens par le rejet de cette mesure ressort à une écrasante majorité des votes. Voilà, comme ça vous avez plusieurs façons de l'exprimer. Et ici, une écrasante majorité d'électeurs a choisi de sanctionner le député. Donc vous avez des phrases pour illustrer ce que je vous ai donné auparavant. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a une certaine part de subjectivité. Qu'est-ce qu'une écrasante majorité, une faible majorité, une infime proportion, une faible proportion? C'est le contexte et c'est également vous-même qui décidez. Donc voilà, j'espère que ce vocabulaire vous aide à mieux maîtriser déjà le vocabulaire lui-même, effectivement, et puis à savoir comment citer un document avec des pourcentages et des fractions, aussi bien à l'oral. Donc là, prenez le temps de regarder cette vidéo plusieurs fois pour mémoriser comment on prononce les choses, mais également à l'écrit pour être efficace, pour avoir des synonymes, pour élargir votre vocabulaire, pour pouvoir gagner en nombre de mots et prendre du recul par rapport au texte, pour le redire, mais avec vos propres mots. Donc, comme je le dis ensuite, eh bien, on se retrouve tous les samedis pour une activité qui est réservée aux abonnés du blog, le mardi pour la vidéo que vous êtes en train de regarder, et puis il y a également l'offre de cours, les cours particuliers pour les adultes, les cours particuliers pour les expatriés, les cours dans lesquels on s'intéresse beaucoup aux questions interculturelles, à toutes les questions que vous vous posez quand vous êtes dans une nouvelle culture, comment comprendre cette culture, comment mieux vivre votre expatriation. Et puis, il y a le cours en autonomie, ici, le cours de perfectionnement intégral, qui est ce cours dans lequel chaque mois, je choisis un nouveau sujet connecté à l'actualité et ensemble, on le travaille à l'aide de documents authentiques variés. Donc, c'est vraiment un cours de perfectionnement qui vous permet de progresser. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur comment citer un document contenant des pourcentages et des fractions. Je vous laisse, je vous souhaite un très bon apprentissage. Prenez le temps, regardez la vidéo plusieurs fois, il y a beaucoup d'informations. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles choses.